Euh, eh bien, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours. Je pense qu'on va commencer ce webinaire. Euh, donc, on vous propose aujourd'hui un webinaire dans le cadre des universités d'été d'AgroSolutions sur le cadre de certification européen des absorptions de carbone pour vous présenter un petit peu les enjeux que cette nouvelle réglementation va avoir pour le secteur agricole. On vous représentera rapidement AgroSolutions et puis on essaiera de vous présenter où on en est justement sur ce cadre de certification puisque tout n'est pas encore défini, mais certaines choses sont déjà bien claires, donc on vous présentera ça. Et puis on essaiera dans un deuxième temps d'avoir un peu un regard d'expert sur justement les enjeux pour le secteur agricole que représente ce cadre européen euh, et les perspectives également. Et puis, on clôturera cette session en répondant également à vos questions-réponses. Donc, vous avez un encart Q&R pour poser vos questions pendant la présentation. On gardera 10 à 15 minutes en fin de présentation pour y répondre. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par Laurette Laurent pour vous faire cette présentation, ce webinaire. Moi, je suis manager transition bas carbone chez AgroSolutions et Laurette travaille chez AgroSolutions en tant que consultante sur la transition bas carbone de l'agriculture et les politiques européennes. Donc, pour rapidement vous représenter AgroSolutions, donc AgroSolutions, on a un cabinet de conseil en agro-environnement. On est une filiale du groupe InVivo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, InVivo, c'est une union de près de 200 coopératives agricoles. AgroSolutions, on est 51 collaborateurs. On a notre siège à Reims, mais on a également 6 bureaux en France, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et puis, AgroSolutions, donc on existe depuis un petit moment maintenant. Donc, on est présent depuis 1975. On a un ADN très agronomie, puisqu'on accompagne le groupe InVivo et les coopératives agricoles dans l'expérimentation sur différents sujets, notamment grande culture, arboriculture, vignes et légumes. Voilà, on a des équipes avec une expertise forte sur l'agronomie et depuis un certain temps. Et puis, on a depuis aussi des casquettes plus sur les sujets environnement et notamment on a développé des expertises sur les sujets biodiversité, agri-énergie, climat, on va en parler aujourd'hui, data agricole et gestion de l'eau. Et donc, on accompagne différents types d'acteurs, des acteurs qui sont à l'amont agricole, des acteurs issus des industries agroalimentaires et aussi des acteurs des territoires, notamment les collectivités territoriales, les acteurs de l'eau et de l'énergie. Et on les accompagne sur ces différentes thématiques, expertises, de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre. Donc, AgroSolutions, notre spécificité, c'est qu'on a un pied dans le déploiement et sur le terrain, mais aussi un pied dans la recherche, puisque on fait partie d'un certain nombre de projets de recherche qui sont un peu le socle aussi de notre accompagnement. Donc, on est présent dans des projets de recherche sur les sujets climat, biodiversité, sol. Climat notamment, on est présent au sein du projet Carbon Think, qui a permis en fait de travailler sur le modèle économique de la transition bas carbone sur 100 fermes en région Grand Est. Et puis, on en parlera un peu plus aujourd'hui. On est aussi présent du coup dans le projet européen Marvic, avec différents instituts de recherche européens, pour travailler sur les règles de mesure du carbone agricole au niveau européen. Sur les sujets de biodiversité, voilà, on travaille sur le CASDAR apprivoise, le projet Biocapital, et sur les sols, sur le projet Biosoleval. On collabore effectivement avec des acteurs privés et publics, comme l'ADEME par exemple. On a donc dans le cadre de nos missions une expertise forte des standards et des méthodes reconnues, et puis on collabore avec différents partenaires scientifiques également. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et vous présenter effectivement
ce cadre de certification des absorptions de carbone européen, qu'on appelle aussi le CRCF, donc vous verrez cet acronyme souvent. On va essayer de vous en dire plus sur où est-ce qu'on en est. Et donc, je laisse la parole à Laurette pour vous présenter cette partie. Merci Morgane. Alors, du coup, le CRCF, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre volontaire de certification des absorptions carbone à l'échelle européenne. Donc, ça prend en compte 3 secteurs. Le secteur de la nature, avec la restauration des forêts, des sols et le carbon farming. Ça prend aussi en compte le secteur technologique, avec tout ce qui est bioénergie et captage direct dans l'air. Et également les produits et matériaux durables, donc tout ce qui est construction à base de bois. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les solutions naturelles qui sont envisagées dans ce cadre de certification. Donc déjà, d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'il faut, et pourquoi cette réglementation a vu le jour? Eh bien, c'est suite aux accords de Paris et au Green Deal que le secteur des terres a été identifié vraiment comme secteur clé pour contribuer à l'atteinte de la neutralité climatique d'ici 2050. Donc, pour rappel, l'accord de Paris, c'est un accord international qui vise à limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et qui définit des seuils d'émissions maximum par pays, donc qu'on appelle les NDC. Donc voilà, ça a été traduit à l'échelle européenne dans le Green Deal, avec pour objectif de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Donc on a des objectifs à moyen terme de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et pour le secteur naturel, un objectif de séquestration de 310 millions de tonnes équivalent de CO2 d'ici 2030. Donc c'est pour ça que le CRCF a vu le jour dans l'idée de générer des crédits de stockage sur le sol européen qui pourront être comptabilisés pour participer à l'atteinte des NDC et donc des objectifs de l'Union européenne. Et ces bénéfices climatiques qui seront générés dans le cadre de projets européens ne pourront pas être échangés ou vendus hors de l'Union. C'est bien pour atteindre les objectifs du Green Deal que ce cadre de certification est développé. Donc, à quoi il va servir? On a encore pas mal d'incertitudes sur l'utilisation qui pourra être faite de ces certificats, car c'est pas traité dans le règlement actuel. Ça va être prévu par d'autres textes, notamment la directive Green Claim. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que l'objectif principal, c'est de flécher des financements variés vers des projets d'absorption de carbone. Donc, on pense en priorité à des financements privés issus du marché du carbone volontaire, mais on pense également à des financements publics comme ceux de la PAC et dans un futur plus ou moins proche, pourquoi pas des marchés réglementaires. Le but principal, c'est vraiment d'accélérer le déploiement des projets d'absorption de carbone qui sont vérifiables et de haute qualité pour éviter le greenwashing en Europe et d'uniformiser les méthodes de comptabilisation d'absorption à l'échelle de l'Union. Donc pourquoi est-ce qu'on a encore pas mal d'incertitudes? Parce que le processus législatif est encore en cours. Donc la proposition date de novembre 2022 donc, par la Commission européenne. Par la suite, ce texte a été amendé à la fois par le Parlement et le Conseil, et un accord a été trouvé en février 2024, donc c'est assez récent. Le texte a été adopté en avril dernier par le Parlement, et on est toujours en l'attente de l'adoption par le Conseil pour une parution au journal officiel d'ici 2024, fin de l'année. Et puis, les méthodologies qui s'appliqueront dans le cadre de ce règlement ne sont pas encore définies, puisqu'on attend une adoption par acte délégué d'ici 2026 et une possible analyse aussi de l'intégration des émissions de l'élevage, comme on verra plus tard, en 2026. Puis, en 2028, la mise en place d'un registre unique pour tous les crédits qui seront certifiés dans le cadre du CRCF, qui viendra donc un peu finir comme dernière étape pour la mise en place de ce cadre de certification. Donc ce sur quoi on est plutôt au fait actuellement, c'est les critères de qualité qui ont été définis. Donc on parle de 4 critères, donc qualité pour quantification, additionnalité, stockage à long terme et durabilité. En termes de quantification, on sait que la quantification devra être robuste, normalisée et adaptable. Donc, on opte pour une approche plutôt hybride avec de la mesure directe, de la télédétection quand c'est possible et de la modélisation.
En ce qui concerne l'additionnalité, donc elle sera réglementaire et financière, c'est-à-dire que les projets qui seront certifiés devront aller plus loin que les exigences réglementaires et devront prouver que les pratiques qui sont mises en place n'auraient pas pu avoir lieu sans les bénéfices économiques générés par les crédits carbone. Pour le stockage à long terme, donc ça s'applique pas vraiment au secteur agricole parce que le stockage est considéré comme non permanent et donc le carbone qui est stocké lors des projets est considéré comme relâché à la fin de la période de certification. Et en termes de durabilité, il y a une obligation de générer et de monitorer au moins un co-bénéfice pour la biodiversité et d'avoir un impact neutre sur 5 bénéfices connexes. Donc ça, c'est ce sur quoi on est le plus au fait actuellement. Et en ce qui concerne donc le carbon farming, de quoi on parle? Et bah, de toutes les pratiques ou processus qui sont liés à la gestion des terres sur une période de 5 ans et qui visent à temporairement stocker et réduire les émissions de carbone, donc du stockage à la fois dans la biomasse vivante, les sols et la matière organique, et réduire les émissions provenant du sol. Et donc, comme dit précédemment, les émissions de l'élevage ne sont pas à l'heure actuelle prises en compte. On parle donc de ces émissions au périmètre du champ pour un bénéfice temporaire net en tonnes équivalent CO2, donc qui considère tout l'ensemble du cycle de vie de l'activité, y compris le changement indirect d'affectation des sols. Ce qui a aussi été défini dans le texte actuellement, c'est l'utilisation de baselines standardisées par défaut. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une baseline? Eh bien, c'est l'estimation des émissions de gaz à effet de serre qui auraient eu lieu en l'absence du projet. Donc ça sert de point de comparaison pour mesurer les réductions d'émissions qui sont réalisées lors du projet. Donc on sait que la Commission a opté pour une baseline standardisée par défaut et s'il manque des données ou des informations comparables suffisantes, alors la baseline pourra être spécifique à la ferme. Donc c'est le contraire du label bas carbone, par exemple. Donc cette méthode, elle a été privilégiée par la Commission pour vraiment faciliter le déploiement et l'harmonisation des pratiques à l'échelle de l'Union. Comme on l'a dit, ce cadre de certification ne s'applique pas que au secteur agricole, et donc, c'est quelque chose qui fait sens pour le secteur, par exemple, technologique. Mais il y a actuellement un débat scientifique sur la pertinence de ces baselines dans le cadre agricole, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est très spécifique. Et il y a donc un fort enjeu de réaliser des baselines qui seront réalistes et adaptables. Il y a également des questions autour de la comparaison entre des baselines qui vont être standardisées, donc en utilisant des références nationales ou régionales, et de les comparer avec des project lines qui vont être, elles, pour le coup, très spécifiques. Du coup, les méthodologies, comme je l'ai dit précédemment, elles sont encore en cours d'élaboration. On a quelques grands principes qui sont définis dans les textes. On sait que ces méthodologies, elles devront garantir la robustesse et la transparence des processus de certification, qu'elles devront assurer la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, défendre la sécurité alimentaire au sein de l'Union et éviter la spéculation foncière, et enfin prendre en compte la compétitivité des agriculteurs. Donc ces méthodologies, elles sont rédigées par un groupe d'experts qui a été mandaté par la Commission, qui s'appelle le CRETA, elles sont, qui collaborent avec d'autres projets européens comme le projet Marvic ou MRV for SOC, qui sont financés dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc on sait qu'il y a une forte volonté de minimiser la charge administrative et de rendre le processus de certification le plus simple possible, notamment pour les agriculteurs. Et du coup, le projet Marvic, c'est un projet sur lequel on travaille avec 14 instituts de recherche européens, donc pour une durée de 4 ans. Et le but, c'est vraiment de développer une approche standardisée pour la conception de systèmes MRV pour le carbon farming en Europe et qui sera évidemment conforme au CRCF. Donc, on travaille sur 4 types de LUST. Donc, c'est l'utilisation des terres en fonction du type de sol. Donc, les grandes cultures, les prairies, l'agroforesterie et les tourbières. L'idée, c'est vraiment de développer une approche spécifique au contexte et d'intégrer l'utilisation d'imagerie satellite.
Donc les modèles seront testés et calibrés sur les sites expérimentaux et les méthodes en elles-mêmes seront déployées plus tard dans des cas d'études. Et comme je l'ai dit, du coup, c'est un projet qui collabore étroitement avec la DG Climat de la Commission et d'autres projets comme Orcasa ou le projet MRV Forsoc. Et voilà, je repasse la parole à Morgane. Merci Laurette pour cette présentation. Oui, du coup, l'idée là, c'est de vous présenter maintenant, sur la base de ce qu'on sait de ce CRCF, un peu les enjeux et les perspectives pour le secteur agricole. Donc, déjà, quels sont les atouts et les opportunités de ce CRCF pour le secteur agricole? Le premier atout qu'on identifie, c'est que on va créer avec ce cadre un marché européen avec, du coup, on l'espère, potentiellement des financements fléchés vers le secteur agricole qui seront plus importants et plus diversifiés, l'idée, c'est que ça puisse flécher des financements qui soient publics et privés. Heu, donc voilà, potentiellement un peu plus de financement que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui pour le secteur agricole et notamment pour financer des projets qui vont dans le sens du stockage de carbone dans les sols. Le deuxième point, c'est aussi là une confiance renforcée. L'idée, c'est de se dire qu'effectivement aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu un manque de confiance des acheteurs sur les marchés carbone, hein. Il y a eu un petit peu un trou, et moins de financement ces dernières années sur les marchés carbone parce que voilà, il y a eu quelques scandales, une perte de confiance, des cadres qui sont aussi très nombreux, des méthodes qui sont multipliées, qui sont assez différentes entre les pays, même au sein des pays. L'idée là, c'est d'avoir quelque chose d'uniformisé et de voilà, garanti par l'Union européenne et qui apporte de la confiance aux investisseurs et voilà, qui permettent aussi d'inverser la décroissance du marché des crédits qui a été constatée ces dernières années. On espère aussi qu'effectivement, le fait qu'il y ait des exigences assez fortes sur la durabilité des projets, notamment le fait qu'effectivement, Heu, la commission ait vraiment mis l'accent sur le fait que les projets devront avoir au moins un co-bénéfice, biodiversité mis, en avant et pas d'impact sur les autres, enjeux environnementaux. Effectivement, on voit que c'est aussi des attentes fortes, des financeurs, donc fera aussi que, on aura, des financements potentiellement, voilà, avec plus de confiance et renforcés, grâce à ces projets qui, ont notamment seront, garantis d'un point de vue durabilité. Et peut-être également une meilleure, valorisation du prix du carbone. Potentiellement, l'opportunité aussi que ça peut apporter pour le secteur agricole, c'est le fait qu'on va pouvoir avoir, une utilisation de l'imagerie satellite et un développement des technologies pour, évaluer à grande échelle le stockage de carbone, dans les sols qui sera, potentiellement, voilà, amélioré. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de technologies ou de plateformes, qui, se lancent, pour, essayer d'approcher, d'évaluer, avec le moins de coûts possible le stockage de carbone dans les sols. L'idée là, c'est qu'il y ait des méthodes uniformisées qui essayent de centraliser, de développer, voilà, ces technologies afin de réduire aussi le coût de monitoring de ces projets de carbone farming qui est aujourd'hui quand même, un des freins, à leur déploiement à plus grande échelle. Donc voilà pour, les atouts qu'on identifie. Ensuite, il y a aussi certains risques, notamment à ce cadre tel qu'il est défini aujourd'hui. Laurette en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, pour le carbone farming et donc pour les projets, agricoles, tout le stockage de carbone qui sera comptabilisé, sera considéré comme, vraiment des certificats temporaires. En gros, effectivement, à partir du moment où, on arrête de monitorer, le stockage de carbone dans les sols, le crédit, disparaît. Donc ce qui fait qu'il y aura une obligation pour les acheteurs à renouveler, leurs certificats achetés s'ils achètent des crédits temporaires. Donc en fait, la grande question quand même pour, les projets, agricoles, c'est est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ces crédits temporaires? Est-ce que les acheteurs sont prêts à, acheter des crédits temporaires et à les renouveler. Il y a aussi un problème de conformité avec les standards internationaux, sur ce sujet-là, notamment le SBTi, le GHG et puis, il y a un risque
pense, de concurrence accrue par rapport aux autres crédits technologiques qui, eux, n'auraient pas ce critère temporaire. Donc, avec potentiellement des acheteurs qui se tourneraient plus vers des crédits technologiques, de stockage technologique que de stockage issu de projets de stockage de carbone en carbone farm. Donc, un risque quand même important sur ce sujet-là. Donc, à voir comment ça sera déployé, ensuite instruit défini dans les méthodologies plus précisément. Il y a toujours le sujet du double compte, qui est un sujet important. On le voit déjà sur les marchés domestiques, le label bas carbone, par exemple, avec un enjeu fort de répartition des crédits entre des acteurs qui vont peut-être financer des crédits au sein de leur chaîne de valeur, des acteurs qui vont acheter des crédits en dehors de leur chaîne de valeur. Comment, voilà, au sein d'exploitations agricoles qui ont des rotations, qui du coup vont générer du stockage de carbone sur un ensemble de cultures, comment on va allouer les crédits aux différentes cultures et ensuite comment on les répartit entre les différents financeurs pour éviter justement ce sujet de double compte. Là, il n'y a effectivement il n'y a rien qui est écrit dans le CRCF à ce stade sur ce sujet-là, donc voilà, un enjeu de vraiment préciser ça pour qu'il n'y ait pas de frein associé aux financeurs sur ce sujet. Et puis, on le voyait comme un atout tout à l'heure, mais il y a quand même le sujet, voilà, du monitoring. La commission a des exigences assez importantes sur effectivement l'évaluation du stockage de carbone avec un niveau de précision assez important, beaucoup de co-bénéfices aussi qui sont à suivre, à évaluer. Derrière, ça peut représenter des coûts quand même assez importants de monitoring. Et est-ce qu'on sera en capacité de développer des outils via la télédétection ou d'autres technologies assez robustes et avec des coûts relativement modérés pour faire que les projets se lancent? C'est aussi une des questions importantes et un des risques potentiellement qu'on peut identifier. Donc, l'autre question qui se pose, c'est également, en fait, comment les cadres de certification domestique, donc par exemple comme le label bas carbone, vont coexister avec ce cadre européen. Donc, potentiellement, ce qui est écrit aujourd'hui, c'est que le CRCF va définir les règles méthodologiques que devront utiliser les cadres de certification, que devront déployer les cadres de certification volontaires comme le label bas carbone. Et une fois que les règles méthodologiques du CRCF seront respectées par ces cadres, les cadres devront faire des demandes d'homologation à la Commission pour être reconnus conformes ou du coup non conformes. Et donc, potentiellement, les cadres, s'ils sont reconnus conformes par la Commission parce qu'ils suivent bien les règles méthodologiques, pourront ensuite opérer pendant 5 ans. Donc, il y a bien une coexistence des cadres de certification domestique qui est prévue avec le cadre européen à partir du moment où les règles méthodologiques sont les mêmes. Voilà. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas, effectivement, c'est si les cadres ne respectent pas ces règles méthodologiques et sont définis comme non conformes, est-ce qu'ils ont quand même le droit d'exercer dans les pays? Sous quelles conditions? Voilà, il y a quand même encore pas mal de choses qui ne sont pas forcément encore très claires. Donc, ce qu'on voulait aussi présenter aujourd'hui, c'est un petit peu, par exemple, si on prend l'exemple du label bas carbone et qu'on lui applique les critères de qualité qui sont exigés par le CRCF, on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas aujourd'hui cohérentes avec les méthodologies, le label bas carbone, son fonctionnement, et puis les méthodologies qui sont approuvées. Par exemple, donc on voit le CRCF a une obligation, demande au projet d'avoir un impact neutre sur 5 indicateurs de co-bénéfice et un impact positif sur la biodiversité. Dans le label bas carbone, aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas le cas. Il y a certains indicateurs de co-bénéfice qui doivent être calculés pour les projets, mais il n'y a pas d'exigence à ce que les projets aient un impact positif ou neutre pour être labellisés et reconnus label bas carbone. Donc ça, c'est le premier point, en tout cas, de différence aujourd'hui. Le deuxième point, et Laurette en a parlé, c'est le sujet de la baseline, de la référence. On voit qu'effectivement, la Commission part sur une baseline plutôt générique, donc des pratiques moyennes régionales qui seraient considérées comme la référence en fait, de départ, dans le cadre
du cadre européen, alors que dans le label bas carbone, effectivement, on privilégie plutôt des baselines spécifiques à l'exploitation. On va regarder voilà, ce qu'a fait l'exploitation, par exemple, les 3 dernières années, pour considérer que c'est ça son scénario de référence, puis c'est à ça qu'on va se comparer pour les 5 années suivantes. Donc là aussi, un point de désaccord, même si dans le label bas carbone, on peut utiliser des références génériques, effectivement, c'est pas forcément l'approche qui est privilégiée. Troisième point aussi de différence, c'est effectivement le stockage de carbone, qui aujourd'hui dans le CRCF, on en a parlé, être considéré comme non permanent. Donc dès qu'on va certifier du stockage de carbone dans les sols, on va considérer que si on arrête de regarder ce que l'agriculteur fait, et ben ce stockage de carbone qu'on aura comptabilisé va être relâché à la fin de la période. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, dans le label bas carbone. Si on comptabilise du stockage de carbone, par exemple, dans un projet grande culture sur 5 ans, on considère qu'on applique un rabais, donc de 20 pour considérer qu'effectivement, il y a un risque que ce stockage ce carbone soit peut-être libéré après, mais pour autant, le crédit n'est pas temporaire pour autant. Donc ça, c'est une vraie différence, quand même importante. Et puis, il y a l'échelle aussi de calcul où, on part plutôt sur un calcul à la parcelle, à l'échelle du cadre européen, alors qu'on privilégie une échelle globale exploitation, notamment dans le label bas carbone. Donc voilà, des points en tout cas de différence. Donc on verra ensuite comment ça peut comment, le label bas carbone, s'adapte, et en fonction aussi des règles méthodologiques qui seront définies un peu plus tard. Donc dans les perspectives et en conclusion, on voit qu'aujourd'hui le CRCF, c'est un cadre dont, les utilisations restent encore à définir, hein. Mais potentiellement, ça serait une vraie opportunité pour flécher des financements pour l'agriculture qui seraient plus nombreux, donc à la fois associer du privé, du public. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On voit qu'il est aussi construit ce cadre pour être en lien avec les autres politiques, européennes. On voit que le Green Claims va aussi définir va préciser un peu l'utilisation du CRCF. La CSRD fait mention, hein, de crédits qui seraient certifiés, notamment dans les normes sur la partie climat. Voilà, on fait mention en tant qu'entreprise, on doit faire apparaître, si on fait de la compensation, l'utilisation de cadres certifiés. Donc là aussi, on voit des liens qui peuvent se faire. Et puis, il y a des sujets de développement de politique européenne, notamment le CBAM, l'ajustement carbone aux frontières, qui est en fait une réglementation qui a vocation à proposer en fait une taxation similaire du carbone entre des engrais qui sont fabriqués en Union européenne et ceux qui sont importés. Donc globalement, ça serait en fait, ça va être la mise en place d'une taxe carbone sur des engrais importés et puis pour des engrais qui sont fabriqués en Europe, une réduction progressive des quotas gratuits. Donc voilà, on voit que ce mécanisme va aussi jouer, hein, quand même sur les projets agricoles, la décarbonation de l'agriculture avec une réglementation forte qui va peser sur les engrais. À côté de ça, il y a aussi en réflexion, là, c'est pas quelque chose de défini encore, mais des réflexions sur la mise en place d'un système de taxation des émissions agricoles avec un mécanisme de quotas. Donc aujourd'hui, il y a déjà un système d'échange de quotas au niveau européen pour différents secteurs économiques, mais l'agriculture, en tout cas, en fait pas partie. Et donc voilà, il y a des réflexions à l'échelle européenne pour se dire est-ce que ça serait intéressant d'inclure le secteur agricole dans ce mécanisme. Donc ça reste encore des études préliminaires, voilà, il y a des études qui sont faites, mais on voit qu'en tout cas, l'Europe met l'accent sur le secteur agricole pour engager et aller plus vite sur la décarbonation du secteur agricole. Dans tous les cas, on l'a dit, il y a encore pas mal d'incertitudes sur ce CRCF. Il y a une traduction méthodologique qui va être cruciale, hein, vraiment pour lever les flous et les incohérences. Donc on attend ça avec impatience et puis on vous tiendra au courant des différentes nouveautés qui pourront arriver. Donc, dans tous les cas, sur ce sujet et sur le sujet global de la transition bas carbone,
AgroSolutions, effectivement, propose différentes offres d'accompagnement. Notamment, on travaille toujours sur un sujet de sensibilisation, de formation au sujet climat et agriculture. On en reparlera juste après sur la partie formation. On accompagne également nos clients sur tout ce qui est calcul d'empreinte carbone à l'échelle des entreprises, des exploitations, des filières ou des territoires. Et l'accompagnement, la définition de stratégies de décarbonation, mais également de contribution carbone, c'est-à-dire voilà, comment on accompagne, on finance des projets pour réduire les émissions de sa chaîne de valeur et aussi en dehors de sa chaîne de valeur. Et puis, effectivement, on a toujours une expertise forte, notamment parce qu'effectivement, on a un pied dans les méthodes du label bas carbone, on a un pied dans les projets européens, notamment dans le projet Marvic. Donc, on peut proposer des expertises spécifiques sur les méthodes d'évaluation, les marchés carbone en agriculture, si vous avez des besoins. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, on voulait aujourd'hui également vous parler de notre offre de formation, puisque on fait des formations depuis un certain moment maintenant, dans le cadre de nos missions et sur les demandes de nos clients. Donc, on a essayé de structurer une offre de formation en retenant en fait 10 formations sur 10 thématiques, 10 thématiques et 10 expertises qui sont au cœur de nos compétences et de notre expertise chez AgroSolutions. Donc, voilà, on a un catalogue maintenant qui est un petit peu bien précis et qui est disponible sur le site d'AgroSolutions. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter pour voir ces 10 formations qui pourront répondre à différents enjeux, donc les sujets de la biodiversité, de l'analyse de cycle de vie, le reporting CSRD. Voilà. On a mis pas mal de choses sur lesquelles on travaille. Et puis, on peut également faire du sur-mesure en fonction de vos besoins. Et puis, on va répondre à vos questions maintenant, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous dès demain, puisque les universités d'été, c'est pas encore terminé. Donc, demain, on vous donne rendez-vous à midi pour un sujet ACV éco-conception, comment déployer ses approches et faire le lien avec sa stratégie d'entreprise par Mathilde Kinner et Alexandre Moreno. Eh bien, merci à tous. Et puis, on va regarder les questions s'il y en a et y répondre. Alors, Oui, il y a pas mal de questions, du coup, Morgane. oui, je suis en train de... Alors, je les reprends. Quelle articulation avec le label bas carbone? Je vois. Effectivement, je pense que là, à mon avis, on a dû y répondre dans la suite de la présentation, puisqu'on a fait une slide dédiée. Donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, les cadres de certification domestique, ils sont conçus pour coexister avec ce cadre européen. Et donc, il faudra juste qu'ils répondent aux règles méthodologiques définies par le CRCF. Donc voilà, maintenant, la balle est plutôt... on attend aussi les règles méthodologiques de façon plus précise pour voir comment ces cadres vont pouvoir y répondre. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des différences. Donc, il y aura aussi un sujet pour les cadres domestiques comme le label bas carbone, peut-être d'évolution. Oui, et pour rebondir aussi sur cette question, il y avait Monsieur Bordet qui demandait si la V2 du LBC allait s'inspirer des premiers éléments du CRCF. Donc, évidemment, comme l'a rappelé Morgane, donc pour les critères de qualité, c'est pris en compte, mais comme les méthodologies sont pas encore développées, on n'en sait pas vraiment plus pour ça. Mais effectivement, il y a des personnes dans nos équipes qui s'occupent de la V2 enfin, participer au groupe de travail sur la V2 du label bas carbone. Donc tout le monde est bien au fait du fait qu'il va falloir devenir compliant. Ensuite, il y avait des questions sur les enjeux de non-permanence et pourquoi est-ce que les émissions et le stockage de carbone étaient considérés comme non permanents. Eh bien, principalement parce qu'on sait que le carbone qui est stocké dans le cadre de solutions naturelles est possiblement relâché en fonction des pratiques qui sont mises en compte. Donc, s'il y a un arrêt des pratiques ou un changement des pratiques, c'est pas du stockage qui peut être considéré à long terme.
Donc, du coup, c'est pour ça que ça a été décidé dans le cadre du CRCF de les considérer comme non permanents. Mais effectivement, ça pose de nombreuses questions, notamment sur l'utilisation qui pourra être faite de ces crédits par les entreprises et par le secteur privé. La question suivante, c'est quel est le lien entre le CRCF et la RED sur la partie méthodologique et mesure du carbone dans le sol? Je ne sais pas si Laurette a des éléments pour répondre. Là encore, en termes de méthodologie, on n'est pas au clair sur ce qui va être fait. Après, l'approche RED est assez spécifique quand même. Là, pour le CRCF, ce qui est envisagé, c'est une approche hybride avec de la modélisation. Et je sais que par exemple, dans l'approche RED, on a plutôt une approche de mass balance, donc en fonction de ce qui rentre comme matière première. Enfin, c'est un calcul en fonction de ce qui rentre et de ce qui ressort qui est labellisé, alors que là, on va vraiment prendre à la parcelle, au champ, les émissions, les réductions d'émissions et le stockage. Donc, je pense que l'approche sera plutôt différente. Mmh. Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans la RED, en plus, c'est une approche beaucoup basée sur de la mesure tous les 5 ans dans les sols, effectivement, alors que a priori, dans le CRCF, il y aura des approches peut-être plus hybrides, comme tu le disais, avec de la télédétection qui seront Ouais. proposées. Après, on avait une question sur la prise en compte du maraîchage dans le label bas carbone et le CRCF. C'est vrai que c'est un type de culture qui n'est pas encore pris en compte. Notamment, je pense, dû au fait que ce soit sur des surfaces assez petites et que du coup, le bénéfice de stockage est plutôt limité comparé aux grandes cultures, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est pas régulièrement pris en compte dans les méthodologies de carbon farming et même dans les standards internationaux. Il me semble, pas de méthodes qui prennent en compte le maraîchage. Euh, donc après, c'est vrai que c'est une piste à explorer aussi pour le CRCF. Mmh. C'est vrai que c'est des systèmes de production qui représentent moins de surface à l'échelle nationale. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça, notamment dans le label bas carbone, que ça n'a pas été les premières méthodologies déployées, enfin développées. Parce que c'est vrai que ça représente un plus petit volume de surface et aussi potentiellement pour les agriculteurs un intérêt, enfin moins de potentiel de crédit puisqu'on est aussi souvent sur des plus petites exploitations. Donc voilà, derrière, c'est potentiellement, on sait que c'est peut-être aussi moins intéressant pour les agriculteurs de s'engager dans ces dispositifs. Donc, ça fait aussi partie des raisons qui peuvent expliquer ce manque de méthode sur ce secteur. Ensuite, Guillaume demande si Simeos AMG est envisagé pour la modélisation du stock dans le CRCF. Donc, c'est vrai que nous, sur Marvic, on travaille sur plusieurs modèles, pas que Simeos AMG, mais effectivement, on travaille avec le CESBio qui prend en charge le développement de l'outil. Donc, oui, on travaille encore en collaboration et avec Simeos AMG. Une nouvelle question, quand devraient être définies les méthodologies du CRCF? Quel devenir pour le LBC élevage, alors que le CRCF ne considère pas les émissions de l'élevage? Alors d'ici 2026, normalement, les méthodologies devront être actées donc dans les actes délégués. Euh, pour le moment, c'est encore le début du développement de ces méthodologies, mais techniquement, il y a un laps de temps de 2 ans qui est donné au secteur de la recherche pour développer les méthodes. Et du coup, pour l'élevage actuellement, c'est vrai que c'est pas pris en compte. Mais d'ici 2026, on devrait avoir une analyse plus précise de comment l'intégrer dans le CRCF. C'est une volonté à moyen terme. Une question d'Étienne Lapierre. Quid des réductions d'émissions de GES liées à la substitution du gaz fossile par du biogaz? Mais alors ça me semble hors du périmètre
d'application, parce que c'est vrai que tout ce qui est carburant n'est pas envisagé encore dans le CRCF, contrairement au label bas carbone. Et puis le biogaz est déjà régulé au sein de la directive RED 2. Donc effectivement, et là, il y a une zone d'ombre sur la prise en compte des énergies fossiles dans le CRCF pour le secteur agricole. Il y a juste une dernière question, je vois ETS ou CBAM qui est en réflexion. C'est bien la partie ETS Agri qui est en réflexion. Le CBAM, c'est effectivement quelque chose qui a été voté, qui va être mis en application, mais la partie ETS sur le secteur agricole est encore en réflexion. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et oui, le webinaire sera bien disponible en replay pour les retardataires. Oui, on vous enverra le lien du replay dans les plus brefs délais. Et ben, merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une bonne journée et peut-être à demain pour ceux qui suivent la suite des universités d'été. Merci. Merci, bonne journée.